Salut Bertrand. Salut Nicolas, Merci d'être là aujourd'hui pour parler UX Design, UX Avec- Research. merci à Et, toi euh, pour l'invitation. je t'en prie, avec plaisir. On va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter et définir un peu ton métier actuel? Bien sûr. Donc je m'appelle Bertrand Cochet, j'ai 51 ans et me définir est peut-être quelque chose d'un peu complexe Ok, parce que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies en une et je pense que c'est pas fini. Aujourd'hui, je suis directeur de l'innovation dans une nouvelle agence ok, où je dois également continuer à travailler sur l'UX et accompagner les équipes techniques, mais également imaginer la mise en place d'un pôle de design de service. À part ça, j'ai une formation d'UX designer. mhm, À l'époque, on appelait ça ergonome. J'ai été formé également à la sociologie des usages et dans un très très lointain passé, j'étais directeur artistique. Donc voilà, j'ai un peu toutes ces cordes à mon arc et aujourd'hui j'essaye de mixer tout ça en y intégrant vraiment la dimension de l'interaction humaine. mhm. Et voilà, mon grand kiff, c'est vraiment le travail, voir les gens changer lorsqu'on mène une mission, des groupes qui évoluent de leur position grâce aux outils du design en général, de l'UX en particulier. Et voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime à développer. Trop bien. Et du coup, quand tu parles de design de service, si tu peux définir un peu ce que c'est? Tu connais le design thinking? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une méthode développée dans les années 60 Mhm, avec plusieurs variantes. La plus connue, c'est celle qui est en lien avec IDEO. Le design de service a été développé en Allemagne par une chercheuse qui s'appelle Berit Mager et qui a voulu travailler sur une approche beaucoup plus large de l'expérience, pas simplement sur la création d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, mais regarder tous les éléments qui sont en lien avec l'expérience, et notamment toute la partie amont et mhm. la partie aval, mais beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude, nous, de travailler. Et donc elle a développé différents outils pour ça. Les plus connus sont la cartographie des parties prenantes ou le blueprint de service, qui sont vraiment des outils spécifiques au design de service. Top. Du coup, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Tu disais que ça fait plusieurs années, mais finalement, tu as toujours travaillé dans le design ou en tout cas dans le digital ou ça fait... Dans le digital, non, puisque j'ai démarré ma carrière, le digital n'existait pas Hmm, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Internet n'était pas accès au grand public. Donc j'ai démarré dans la création, ok, vraiment dans la création graphique. ok. À l'époque, on avait quand même des ordinateurs. Hein, j'ai beau avoir les cheveux blancs, j'ai quand T'es même pas si vieux que ça, hein. pas si vieux que ça, merci. Euh, mais on travaillait avec des méthodes aujourd'hui qui font rire. J'enseigne à l'université quand je leur raconte un peu comment on imprimait une feuille en noir et blanc avec nos créas, nos fontes qui étaient à l'époque très limitées. Et pour mettre de la couleur, on avait un petit fer à repasser Pantone et on avait des bandes et on faisait des transferts comme ça pour créer nos effets de couleur. Fort heureusement, très rapidement, on a été équipé avec les logiciels de PAO qu'on connaît encore aujourd'hui. Hmm, Et voilà, j'ai fait ma bascule sur le digital vraiment à l'époque, c'était plutôt de la direction artistique ou web designer, comme on peut l'appeler. Il y a maintenant une vingtaine d'années, 18 ans, voilà, où j'ai rejoint une agence purement digitale pour amener un autre regard créatif sur ce qui hmm. était fait à l'époque. Et puis c'est dans ces moments-là où j'ai contacté ce qu'on appelait l'ergonomie. Et voilà, ça m'a intrigué. Je ne comprenais pas trop au départ ce que ça pouvait amener. Hmm. Puis dès que j'ai commencé à comprendre la puissance, T'es resté dedans. je suis resté dedans, je suis vraiment tombé dedans. Et voilà, j'ai continué jusqu'à faire cette reprise d'études à l'université de Nice parce que je voulais avoir un diplôme, puis je voulais m'assurer que les Hmm. connaissances que j'avais acquises au fur et à mesure étaient des Soit connaissances validé. voilà, Ok. validées et viables. Hmm. Trop bien. Ok, et aujourd'hui, du coup, qui sont tes clients? Est-ce que c'est des clients qui sont plutôt des PME, des startups, des grands groupes? J'ai pas de limite de typologie de clients. Ouais, ok. Je vais accompagner des grands groupes de taille nationale dans le transport, dans l'énergie, Ok. voilà, vraiment des grosses structures. Alors sur des équipes réduites, Hmm. sur des sujets bien spécifiques. Euh, voilà. Après, je vais pouvoir descendre à un niveau plus bas sur le PME, PMI, en fonction de leurs besoins. Pas mal dans l'industriel, il y a des gros Ok. besoins d'accompagnement
On parlait de cette notion de digitalisation Mm. qui a d'ailleurs pas forcément été bien comprise et puis qui peut faire peur certaines entreprises, en tout cas certains chefs d'entreprise. Et donc on va aller les accompagner sur des petites actions pour leur montrer les bénéfices de digitaliser, en tout cas d'amener une autre réflexion par rapport à des méthodes traditionnelles. Et puis ça permet, avec la partie notamment la recherche UX, ça permet aussi d'ajuster les processus internes de l'organisation. Et voilà, ça leur montre qu'il y a pas mal de choses à réaliser pour avancer. Et puis pour finir, j'interviens également sur des startups, voire même des associations récemment, une association de médecins qui a du mal à se développer, qui fait de la formation dans un domaine très spécifique. Et donc on l'a accompagné pendant 2 mois justement pour faire déjà un état des lieux de là où ils en sont. Et puis essayer d'imaginer une nouvelle solution qui leur permette de recruter plus facilement d'autres médecins pour venir se faire former. Trop intéressant. Donc, du coup, les projets, la durée des projets, le budget sera complètement différent en fonction du client. Ce sera complètement différent. Voilà, et ça dépend vraiment de l'association jusqu'à la grande multinationale. Exactement. On est sur des centaines de milliers d'euros par projet, là où on est sur moins d'une dizaine pour le petit projet associatif dont je parlais. Ouais, donc comme quoi, le panel est grand. Exactement. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ton quotidien là, de ton métier actuel, de ce que tu vis actuellement? Alors le quotidien est très aléatoire. On va mettre de côté toute la partie administrative de gestion d'équipe qui peut prendre parfois pas mal de temps. Vraiment, si on se concentre sur la partie projet, accompagnement de clients, il y a toute la partie avant-vente. Donc avec la démarche, alors soit en réception d'un appel d'offres, soit parce qu'on est contacté directement. Donc tout ce temps où il faut élaborer la réponse, on travaille à chaque fois, on évite au maximum de dupliquer, comme ça peut se faire, par facilité, ça je le comprends tout à fait, mais on essaie vraiment d'ajuster une réponse complètement sur mesure, en fonction de ce qui nous est amené, de ce qu'on détecte. On va commencer à faire une première recherche qu'on appelle secondaire sur les réseaux avec des études avant de créer notre réponse. Donc il y a toute cette partie qui peut prendre pas mal de temps, mais qui déjà immerge. Et donc quand on signe, on gagne du temps aussi sur la seconde partie. Et l'accompagnement au quotidien des clients, ça va sur la gestion de l'avancée du projet. Donc je ne parle pas de direction de projet, mais vraiment les activités qui sont mises au bon moment. S'assurer par exemple que les entretiens ou les tests utilisateurs sont calés dans le bon créneau, que tout le monde a bien répondu. Voilà, ces aspects-là. Et puis, je continue à produire, et c'est une volonté de ma part, à aller sur le terrain, donc à faire de l'ethnographie, à créer des interfaces, parce que pour moi, on peut pas être dans le métier sans savoir un peu toucher à minima à tout, et continuer à se former et à accompagner les clients comme ça. C'est intéressant parce que sur les 2 autres interviews, il y a aussi l'observation de terrain qui revient assez souvent. Et c'est un gros volet qui est souvent un peu négligé aussi dans certains projets. Où finalement on fait de l'UX un peu théorique, mais on en oublie même de se déplacer sur place et d'aller à la rencontre des utilisateurs finaux, enfin des usagers. Ce qui est parfois dans certains projets hyper nécessaire, d'aller sur place et de voir comment ils réagissent, de voir leur écosystème. Donc cool, on en reparlera de toute façon juste après. Oui. Mais je te rejoins sur le fait que c'est souvent un peu le parent faible de ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX design, dans laquelle j'intègre la partie recherche. Pour moi, ça fait partie de ce tout. Parfois par manque de formation. Aujourd'hui, tous les UX designers qui sortent ont vu toute la partie design front, tout ce qui est interface, ont aperçu des éléments d'atelier et ont éventuellement aperçu des petits éléments de recherche. Mais par conséquent, leur perception, telle qu'on leur a enseigné, reste sur cette production d'interface. L'autre pendant, c'est que souvent, il y a une croyance que ça coûte cher. Qu'investir sur un déplacement, une semaine d'ethnographie sur 3 sites, etc., va coûter très cher. Et pour autant, à chaque fois qu'on l'a fait, on revient avec tellement d'informations qu'on gagne en temps et surtout on gagne en erreur. C'est-à-dire qu'on arrive avec les bonnes informations qui sont toujours des grandes surprises pour les commanditaires parce qu'ils pensent très très bien connaître leur propre organisation et on arrive avec des éléments à chaque fois qui les font se dire tiens, on
Voilà. Il faut peut-être qu'on réajuste le projet, donc ils voient du coup qu'ils gagnent du temps. Peut-être que le projet, on va réduire la voilure, parce qu'il n'est pas nécessaire de l'imaginer aussi grand. Donc il y a plein d'avantages à ça. Et puis même pour le projet lui-même, même s'il reste dans son cadre initial, eh ben, on va travailler beaucoup plus vite avec lui et nous de notre côté. Ouais, ça doit pas être évident au début pour un commanditaire de lui vendre cette prestation-là, de lui dire je vais me déplacer alors qu'il n'a pas du tout l'habitude. Et de se dire, comme tu dis, il y a peut-être des a priori, ça va coûter cher, ça va être long, ça va être pénible, vous allez déranger peut-être aussi les usagers. Enfin, ouais, ça doit être. Comment tu le gères, ça, le fait de convaincre le client? Ou alors est-ce que les clients sont déjà quand même assez sensibilisés à ça et qu'au final, tu leur préconises et ils te font confiance et on y va? Il y a deux catégories de clients. Il y a le client qui, lui, va déjà avoir cette perception de l'intérêt. Okay. Et donc, dès l'instant où on va lui proposer, il va adhérer. Il va peut-être demander, effectivement, peur de déranger ou difficulté parce que plusieurs sites, parfois dans différents pays. Donc, on va discuter, on va trouver le bon démarrage. Okay. Et il arrive d'ailleurs des fois, quand le client s'aperçoit de l'intérêt de la démarche, il va nous dire, je rajoute une enveloppe pour aller au bout de ce qu'on avait préparé initialement. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas quand le client a cette appétence, cette sensibilité. Un client qui ne voit pas l'intérêt ou qui n'a jamais entendu parler de cette démarche, et là, il faut beaucoup de pédagogie, il faut prendre le temps, il faut lui montrer des chiffres aussi, puisque la plupart des entreprises de France aujourd'hui sont pilotées quand même par les chiffres. Gagner de l'argent, c'est un vrai sujet. Et donc on lui montre comment, par ce biais-là, il va pouvoir gagner plus d'argent. Notamment ses équipes internes. Notamment en temps aussi. En temps. Ouais. Ces équipes internes vont mieux travailler parce qu'il va aussi peut-être leur offrir des outils plus ajustés. Il va mettre à plat certains processus qui avaient des biais parce que nous-mêmes, on le fait sur nos outils. Quand quelque chose qui est pensé d'une certaine manière ne nous convient pas tout à fait, on va trouver un chemin détourné. Et dans toutes les entreprises, c'est pareil. Un process, s'il ne convient pas totalement, il va être détourné. Et donc ça, nous, on le met en lumière, on l'amène de manière bienveillante à la direction, et puis on va réfléchir ensemble à comment l'optimiser. Donc là, il y gagne énormément. Et puis après, sur le lien entre son entreprise, ses services et produits et ses clients, là aussi, il s'aperçoit des fois qu'il va investir beaucoup d'argent sur la publicité, du marketing, des choses comme ça, et pas de la bonne manière. Ouais. Donc il va aussi réajuster et mieux investir, ou en tout cas investir avec une efficacité plus accrue après. Et est-ce que du coup tu as un exemple d'une observation terrain qui s'est déroulée? Comment c'était organisé? Alors c'est dans le domaine des transports. C'était 3 grands sites qui avaient été sélectionnés. Donc l'entreprise a une centaine de sites en France. Okay. C'était 3 grands sites qui avaient vraiment des spécificités. L'une était vraiment urbaine, une périurbaine et l'autre qui était plus rurale. Okay. L'idée, c'était de proposer des services digitaux pour les salariés, okay. Donc pour les conducteurs, de manière à mieux gérer la gestion notamment du matériel au quotidien. Il faut savoir qu'un conducteur de bus ou de car, on lui remet, alors ça dépend justement si on est en ville ou si on est à la campagne, mais il a la responsabilité de son bus. Et donc le matin, quand il arrive, il doit s'assurer qu'il n'y ait pas de déraflure, qu'il n'y ait pas que tout fonctionne, que l'éditique, pour les tickets, etc., tout fonctionne bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, à l'époque en tout cas, ce n'était pas du tout géré de manière digitale. Okay. Donc les personnes faisaient le tour, avaient du papier, revenaient, etc. Donc il y avait vraiment Comme pour les constats que tu fais avec le tour de la voiture et ton papier, tu coches. C'est dans cet esprit. Okay. Alors oui, ils avaient, je vais quand même être plus juste, il y avait une borne qui leur était dédiée, okay. Où ils pouvaient digitaliser ça. Simplement la borne, justement pendant les observations, on est allé la tester. Et, c'était une borne avec une boule, vraiment une boule, un track. Ah oui. En plein milieu du clavier qui était inutilisable. Donc autant dire que l'outil était là, mais il ne pouvait pas être utilisé. Donc voilà, ça leur demandait beaucoup de démarches papier, et surtout ils n'avaient aucun retour, notamment des équipes de maintenance, etc. Donc on a fait cette observation, on est allé dans les équipes, voir les équipes de maintenance, travailler avec elles, on passait du temps sur plusieurs journées. Et puis le constat qu'on a pu faire, c'est justement qu'il y avait un manque de communication. Donc ça, il avait été déjà perçu dans la demande de digitalisation des outils des équipes. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'ils ne se parlaient plus.
Et donc le point d'attention qu'on a porté, c'est de se dire, il ne faut pas que le digital vienne couper encore plus cette notion de communication. Ouais. Il y avait des frustrations d'un côté, frustrations de l'autre, une tablette ou un ordinateur ou même un téléphone qui permettent d'envoyer des informations, mais si ça s'arrête là, c'était pas bon. Et donc voilà, ça a été intégré, ils ont mis en place tout un système au-delà de l'outil qui permet de gérer leur quotidien. Okay. Voilà. C'est hyper intéressant en termes de remonter, parce que finalement tu t'arrêtes pas que à ce qui est digital et le reste tu dis bon bah tant pis, c'est une question d'organisation interne quoi. Oui. Toi tu vois quand même plus haut, enfin tu prends de la hauteur sur ce produit, tu restes pas focalisé que sur le produit. C'est en ça aussi le design de service. C'est ça. C'est le fait de prendre de la hauteur et de se dire peut-être que s'il y a un problème organisationnel au sein de l'entreprise, tu peux aussi le soulever, le proposer des axes. On peut tout à fait faire le travail et bien faire le travail juste en restituant l'observation dans le cadre du projet tel qu'il nous est demandé. Simplement, de mon point de vue, lorsqu'on perçoit énormément d'informations complémentaires, lorsqu'on perçoit des dissonances qui sont évoquées à plusieurs reprises par les gens qui sont sur le terrain au quotidien, qui utilisent le matériel, c'est compliqué de ne pas le faire remonter. Après, il faut bien le faire remonter, trouver les bons mots, les bons arguments, le bon moment. Mais ça a un vrai intérêt humain. Et en général, les clients nous le rendent bien parce que voilà, ils sont gagnants à tous les niveaux. Et nous, on a l'impression d'avoir fait bien le boulot, au-delà d'avoir réalisé le projet. Ouais, puis ton métier, c'est aussi d'appuyer là où ça fait mal. Et là où, enfin, finalement, l'entreprise a tellement la tête dans le guidon, enfin, n'a pas cette prise de recul nécessaire. Donc c'est important d'appeler justement un prestataire externe qui lui va avoir un regard complètement neuf et va pouvoir juger de manière plus impartiale et pas prendre en compte la politique d'entreprise et tous ces biais-là aussi. Ouais, je ne sais pas si c'est là où ça fait mal. En tout cas, c'est un endroit où, comme tu le dis, puisqu'ils sont déjà dans une projection vers le demain, on ne regarde pas l'aujourd'hui. Et de les mettre en pause à un moment donné, et de se dire voilà ce qui se passe là tout de suite avec vos équipes, avec vos outils, avec vos clients, ça leur permet eux-mêmes d'avoir un petit souffle d'air comme ça et de pouvoir se repositionner. Certains ne le prennent pas, ça c'est chacun son choix, mais en tout cas ceux qui l'appréhendent quand on le restitue, c'est intéressant. D'ailleurs tu parles de restitution, comment tu restitues, parce qu'en fait la phase de recherche elle peut être hyper longue, tu dis peut-être plusieurs mois parfois. Entre 2 mois et peut-être 1 an, enfin je sais pas. Ça dépend des projets, voilà. Des fois c'est plus court que ça. Ok, et ça fait beaucoup de données, enfin, beaucoup de dossiers, de fichiers dans tous les sens. Ça, comment tu le restitues à ton client pour que ça soit synthétique, clair? Ça dépend. Sur des missions très très longues, les restitutions se font en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'on va créer des phases qui vont nous permettre d'avoir des premiers éléments qui sont remontés au client, et notamment lorsqu'on perçoit, alors on fait toujours attention aux biais et à nos croyances quand on intervient, mais quand on perçoit vraiment de grosses dissonances par rapport à ce qui nous avait été présenté au départ, on va justement mettre des temps intermédiaires pour discuter. Okay. Ça permet déjà de commencer à instiller chez le client une information qu'il n'a pas forcément en tête. Donc ne pas attendre en fait la fin de la recherche pour tout lui restituer. Non. Toi tu fais des étapes par étapes. Oui. Quelles seraient par exemple les grandes étapes si on prend un projet classique Tout dépend de la recherche, les outils de recherche que tu as déployés. Okay. S'il y a une phase par exemple d'audit d'un existant à laquelle tu as ajouté de l'observation ethnographique, bah chacun de ces temps va être un temps de restitution, va avoir un temps de restitution enfin. Okay. J'ai le souvenir justement, une petite anecdote, pour un très très gros client dans le domaine de l'eau, qui nous avait demandé d'optimiser, ils avaient équipé tous leurs salariés qui allaient sur le terrain, donc qui allaient à la rencontre des particuliers lorsqu'ils devaient modifier une canalisation, ou faire des ajustements. À l'époque, ils étaient équipés de PC qui fonctionnaient très très bien, et puis ils ont voulu moderniser l'image de l'entreprise, et donc ils leur ont donné des super tablettes. Pas de bol, lors de l'observation, on s'est rendu compte que les tablettes ne se rechargeaient pas, alors que les PC pouvaient les laisser charger dans la voiture, donc elles étaient tout le temps déchargées.
elle se mettait en pause ou en veille tout le temps, donc il n'arrivait pas à faire ce qu'il devait faire en plus devant le client, donc ça rallongeait le temps de l'interaction. Et voilà, c'était il y a quelques années, j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui, et j'ai pas eu le réflexe d'aller voir la direction pour leur dire on a un souci. Et donc on fait toute la démarche. On présente, donc justement ça rejoint aussi un peu ta question de tout à l'heure, donc là il y a un gros document de synthèse étape par étape avec toutes les informations, et dans chacun des éléments de synthèse je refais une synthèse de la synthèse. Okay. Voilà. Il y a toujours notamment au sein des directions, des gens qui n'ont pas le temps, et donc voilà, savoir qu'ils peuvent aller lire juste quelques éléments, ils ont le gros l'idée. Et là donc j'arrive, je commence à dérouler ma présentation, et je sens le directeur général qui se fige au fur et à mesure que je présente. En plus j'avais des extraits vidéo, j'avais des verbatim, etc. Et je sens qu'il se fige parce que je ne sais pas combien de milliers d'euros avaient été investis, ils avaient communiqué en interne, enfin, c'était vraiment une grande fierté pour se rendre compte qu'au final les vieux PC d'avant fonctionnaient très très bien, voire mieux. Et donc voilà, on est arrivé presque trop tard, c'est-à-dire que cette demande d'intégrer des outils dédiés à des tablettes est arrivée trop tard, il aurait fallu qu'on intervienne un mois avant, plutôt sur la réflexion de est-ce que la tablette est le bon choix pour les salariés. C'est ça qui n'est pas évident, je trouve, dans les entreprises, c'est que ils bossent sur l'innovation, sur une nouvelle solution, et ils vont se dire, ok, on a la problématique, on a l'idée, on va commencer quelque chose, on va enclencher du coup du budget, du temps pour concevoir ou tester les choses, sans passer par cette phase un peu du UX de réflexion. Et du coup, c'est là qu'ils se rendent compte que finalement, si ça fonctionne pas, alors quand ça marche, tant mieux, mais quand ça marche pas, justement, il y a un petit retour en arrière. Et là, comme tu dis, si en plus tu as déversé des milliers d'euros pour équiper toutes les personnes, les former, etc., au final, c'est moins bien qu'avant. Le retour en arrière peut ne pas être petit. Je pense, là, ce que tu disais, ça me fait penser à Joe Pine, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un grand économiste à la base, mais qui est économiste de l'expérience. Et il a une approche en disant qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont une approche inside-out, donc c'est les équipes marketing, innovation, R&D qui vont se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut inventer pour nos clients, et donc ils vont le mettre à l'extérieur, à grand renfort de communication, de campagne marketing, etc. Lui, il prône quelque chose qui nous arrange bien par rapport à notre métier, plutôt cette vision outside-in, plutôt cette vision outside-in qui permet de dire on va se nourrir du besoin, comprendre les comportements, comprendre les attitudes, les freins aussi, et puis ensuite on va se dire par rapport à ce que nous on sait faire, comment est-ce qu'on peut répondre à ça. Et là, la recherche et l'innovation, elle va venir se mettre en place. Et là, quand tu réexportes ton produit à l'extérieur, ça colle mieux et tu trouves tes clients qui justement attendent le produit. On a quelques grands exemples de services et de produits justement, sans faire de la promotion de ces marques, mais Apple est quand même très très fort pour ça, Airbnb aussi, Spotify, qui ont vraiment cette démarche d'amélioration continue, nourrie par leurs clients, avant d'être nourrie par l'interne. Est-ce que tu peux me donner ta définition à toi de l'UX Research ? Alors je pense qu'il y a une définition tout à fait officielle. Pour moi, c'est un expert formé qui va sur le terrain pour observer, donc observation ethnographique, pour échanger via des entretiens, pour réaliser des audits, pour éventuellement commencer à animer de premiers ateliers. C'est vraiment toute cette partie, il existe des trentaines, au moins une trentaine d'outils qui permettent de faire ça. C'est je vais rencontrer le client de mes clients et je vais rencontrer les équipes de mon client. Est-ce que il y a eu tout le temps eu besoin d'avoir cette démarche du X-Research ? Pour moi, c'est une étape indispensable. Ok. Donc, quelques exemples du passé qui ont prouvé ce que je viens de dire. On imagine, on arrive avec beaucoup de données, avec des études complètes réalisées en interne, donc qu'on prend le temps d'étudier, on pose des questions, etc. Et puis on mène le projet, et puis on s'aperçoit qu'au final,
là encore, parce que la vision, l'orientation de ceux qui avaient produit l'étude, qui ne l'avaient pas fait à dessein, mais avaient intégré leur propre connaissance des processus et des mécanismes qui étaient en jeu. Et nous, enfin moi en tout cas, à l'époque, j'ai pas eu le réflexe d'aller les remettre en question. Et par conséquent, le projet n'a pas été un échec, mais a été compliqué, puisqu'il a fallu reprendre, et là on est reparti sur de la vraie recherche. Les quelques rares moments où on peut ne pas faire de recherche, c'est quand les personnes que l'on doit contacter sont peu accessibles. Okay. Si tu dois réfléchir par exemple à de nouveaux services ou une amélioration des services dans un endroit où il y a des personnes âgées, par exemple, où c'est fermé, sécurisé, bien évidemment tu ne vas pas pouvoir entrer dedans. Alors après tu peux utiliser des sondes culturelles, il y a d'autres moyens d'y accéder. Tu dois améliorer les parcours dans un sous-marin nucléaire. Tu doutes bien qu'a priori on ne va pas nous laisser rentrer dedans. Donc voilà, donc il existe à ce moment-là pas mal de données, et puis il y a quelques outils sans être présents qui permettent d'être mis et puis de récupérer l'information contrôlée. Ok, mais ouais, en tout cas, toi, si un client vient avec une assurance en disant pas besoin de l'UX Research, j'ai déjà énormément de données, j'ai déjà travaillé moi en interne sur mes sujets, toi tu le freines un peu et tu lui dis on va quand même remettre à plat les choses et éventuellement refaire de l'observation, ou en tout cas pour confirmer aussi vos données et confirmer vos hypothèses. Quoi. Alors, je vais le tourner comme ça, effectivement, pour confirmer. Oui. Mais je sais à 200%. Qu'il y aura des changements. Et là, c'est vraiment, c'est plus de 20 ans d'expérience qui me le dit. C'est certain que dès l'instant où il dit je sais, il sait une partie, mais qui est peut-être 5%, 10%, 20%. Mais le reste, il ne le sait pas. Et il existe énormément d'ouvrages et d'études qui vont dans ce sens-là et qui prouvent que voilà, la complexité de l'être humain, et notamment lorsqu'il est en groupe, en plus avec des dimensions hiérarchiques, etc., tout devient très compliqué. Donc ceux qui savent ne savent pas forcément. Ouais, et puis surtout, par rapport à ça, les biais aussi, comme tu dis. Les biais, les croyances, les représentations mentales, toutes ces choses-là qui sont nous. Et quand on n'a pas appris à travailler avec, on peut vite se faire avoir. Donc oui, c'est compliqué. Je me suis rendu compte, notamment après le Covid, après cette grande crise mondiale, les clients qui arrivaient en disant, même moi de toute façon j'ai des personas, alors même si aujourd'hui j'en préfère les archétypes d'utilisateurs, mais ils arrivaient avec leurs personas et on leur disait, vos personas ils ne marchent plus. Parce que des gens, il y a un an auparavant, ne fonctionnaient pas de la même manière, parce qu'ils n'avaient pas vécu ça, cette grande crise mondiale. Donc il faut à minima les ajuster. Peut-être certains d'ailleurs vont devoir mourir. On l'a vu avec cette génération de gens qui étaient un peu entre deux, entre la silver economy, avec des gens qui avaient 50, 60, 70 ans, qui étaient très très à l'aise avec le digital, et une partie de cette génération, parce qu'elle était dans des métiers qui n'avaient pas d'informatique, qui étaient moins à l'aise avec des outils. Ou alors on leur installait une tablette pour pouvoir faire une visio avec les petits-enfants. Mais par exemple, pour acheter en ligne, avant le Covid, la plupart n'osaient pas ou ne comprenaient pas. Bizarrement, et heureusement, après le Covid, la plupart savent très très bien faire. Et ont été guidés par leurs enfants, par leurs voisins, et donc savent le faire même avec une forme de critique, quand c'est moins fluide, quand c'est, voilà, comme on dit, moins ergonomique. Oui, ça a eu un impact énorme sur les comportements. Enfin, cette crise. On l'a tous vécu, on a tous changé. On a dû s'adapter. On a dû s'adapter. Exactement. Certains l'ont fait de manière différente que d'autres, mais en tout cas, il y a eu cette adaptation. Il mérite que les outils utilisés en UX qui orientent nos choix et notre réflexion, ça nécessite qu'ils soient ajustés d'eux-mêmes. Comme par exemple, je pense, ça me fait penser dans le domaine de l'éducation. Oui. Dans l'éducation, avant le Covid, tu avais plein de professeurs qui n'utilisaient pas du tout de plateforme en ligne. D'un point de vue dans la communication, dans les supports de cours, dans plein de choses, quoi. C'était à l'ancienne. Et avec le Covid, ils étaient obligés du coup d'utiliser ces plateformes, ces portails. Il y a eu beaucoup de budgets aussi qui ont été injectés pour justement améliorer ces logiciels-là pour faciliter les échanges avec les élèves, les parents, et tout le corps enseignant, quoi. Oui. Et là maintenant, post-Covid,
pratiquement tout le monde maintenant utilise ces portails-là, même si on est revenu en présentiel. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un changement de comportement à la fois pendant le Covid, assez violent, et ça s'est un peu imposé à nous, ils ont dû s'adapter, mais aussi après. Enfin, il y a eu un avant et un après, je trouve, Covid. Oui. C'est pas juste un épisode qui finalement, on est revenu comme avant, quoi. Il y a vraiment un changement de comportement sur le long terme. Peut-être avec une espèce d'effet de gel par le gros investissement qui a été fait, et donc on ne souhaite pas le mettre de côté aujourd'hui. Moi, ce que j'observe, c'est que les étudiants que j'ai ont du mal, malgré tout, encore aujourd'hui, et je les comprends, ont du mal à passer leur journée derrière un écran en visio. Les quelques rares fois où je suis contraint de le faire, personne est satisfait de l'expérience. Et en termes de fatigue, que ça soit pour les étudiants ou pour l'enseignant, c'est quand même très très lourd. Mais comme quand on n'a pas le choix et qu'il faut faire un atelier à distance, ou une formation à distance. Et en plus, on perd une quantité énorme d'informations que lorsqu'on est en présentiel. Et donc voilà, c'est dommage. Mais on peut reconnaître en tout cas l'intérêt de ces méthodes-là, qui fonctionnent quand même très très bien, et qui permet quand même d'avancer lorsqu'on n'est pas à proximité. Ouais, et puis le présentiel, et ça en va aussi pour l'observation de terrain, je trouve qu'il y a les discussions un peu informelles, et c'est souvent là qu'on chope des informations importantes. Enfin, la fameuse discussion, la machine à café, alors c'est devenu un cliché, mais oui, tout à fait. Tout à fait. On se déplace sur un site entre deux endroits, on n'est plus qu'avec une seule personne, qui n'est pas forcément de la direction, le directeur un peu loin, et puis qui va nous glisser à l'oreille des informations qui sont juste cruciales pour nous et qu'on n'aurait pas eu autrement. Je sais que les projets sont tous différents, que ça dépend énormément aussi des clients et des projets, des attentes, etc. Mais est-ce que, malgré tout ça, tu en ressors des grandes étapes dans la partie UX Research? Quelles seraient ces grandes étapes-là? La première des étapes que je fais systématiquement, c'est la recherche secondaire. Je regarde tout ce qui est disponible en études, en informations sur Internet, si par exemple il faut recréer, remettre à jour un site, je vais prendre le temps de l'observer, je vais aller regarder les commentaires, les avis, je vais vraiment prendre ce temps-là. Si c'est sur un domaine particulier, c'est justement les études qui vont m'amener ça. Pour arriver déjà avec une montée en compétences partielles sur le sujet, et puis pour être plus à l'aise aussi avec mon interlocuteur quand je vais commencer à discuter avec lui. Ça, c'est la première partie qui m'est propre, mais je sais que plein d'autres collègues font la même chose. Et puis ensuite, j'ai pas vraiment de grandes règles. Ça va dépendre, on l'a évoqué tout à l'heure, la notion de budget, la notion de maturité du client. Donc plutôt que de ne pas en faire du tout, je préfère faire un peu de guérilla sur des temps courts qui vont pas coûter très cher. Et puis éventuellement, une fois qu'ils sont convaincus, je sais qu'un peu plus tard, ils pourront prendre une prestation un peu plus grande. Par contre, je vais avoir des outils qui vont revenir assez fréquemment, parce que j'ai observé, en ayant déployé pas mal, qui sont vraiment ultra efficaces. C'est vraiment les entretiens semi-directifs, donc avec une base liée à la sociologie des usages, et qui permet vraiment, c'est vraiment du quali, qui fait vraiment ressortir des informations avec quelques questions bien tournées, avec un séquençage particulier, qui fait restituer des quantités d'informations d'une richesse incroyable. Et même les clients, lorsqu'on leur fournit la synthèse des entretiens une fois anonymisés, sont surpris par ce qui ressort. Et des fois nous disent vraiment, mais c'est ce qu'ils ont dit. Et donc l'avantage, comme on enregistre systématiquement, on a la preuve qu'on n'a pas inventé. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ce qu'on a évoqué aussi à plusieurs reprises, c'est aller sur site pour observer. Une autre anecdote encore dans les transports, mais encore un autre client dans les transports qui était sur Paris. Et là aussi une histoire de matériel, où si j'avais pas été sur le terrain, on se serait pas rendu compte et on aurait fait une erreur. Donc c'est des agents de sûreté qui sécurisent les voies, les voyageurs, les conducteurs, etc. Et la demande, c'est créée pour une tablette. On revient à nouveau sur la fameuse tablette. Mais cette fois, ils avaient investi dans un matériel un peu plus cher, plus évolué. Donc ils n'avaient pas encore investi. Ils avaient prévu d'investir. Donc tant mieux pour eux. Hein.
Et donc j'interviens là en disant il faudrait mettre une application qui permet de contrôler toutes les observations, tous les faits importants qui sont observés par les équipes lorsqu'elles sont sur le terrain. À savoir que des équipes de sûreté, il y a des moments où quand elles se mettent à courir, elles ne vont pas prendre de notes. Donc on avait aussi toute cette réflexion hyper intéressante sur la géolocalisation quand on n'était pas en zone blanche, comment est-ce que ça pouvait venir aider à commencer à pré-remplir de l'information dans la tablette, etc. Et donc on leur a vendu 3 journées pleines, journée et soirée, parce qu'il fallait voir aussi les différents temps dans différents quartiers. Donc voilà, cette demande était vraiment hyper intéressante. Et donc on va sur site faire 3 journées et soirées d'observation. Et là je pars avec les gars et première des choses que j'observe, c'est qu'au moment où ils s'équipent, ils sont, on dirait presque des policiers. Ils ont que la carte qui diffère, mais en tout cas ils sont habillés comme des policiers, ils sont armés, mais en plus de ça, dans leur poche de pantalon, ils ont les carnets pour mettre des contraventions. Pour pouvoir payer les contraventions, ils ont le boîtier pour payer en carte bleue. Donc vraiment le gros terminal, maintenant il y a des terminaux un peu plus petits. Ils ont un gilet pare-balles, avec plein de poches, donc ça c'était la bonne nouvelle. Sauf que les poches sont pleines, ils ont leur propre téléphone, ils ont un tas de choses. Et puis quand on part sur les différentes observations, à un moment donné je les observe et puis je leur dis mais où est-ce qu'ils peuvent mettre la tablette? Donc déjà il n'y avait pas une poche. Donc c'est quand même du matériel fourni par l'entreprise qui veut leur fournir une tablette. Ils n'avaient pas réussi à avoir ça. C'est que le premier soir, je rentre, j'appelle le responsable du projet en leur disant on a un souci. Il est impossible pour eux, entre tout ce qu'ils ont et plus la taille des poches, de mettre une tablette. Donc voilà, ça c'était le premier point. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils ont été extrêmement réactifs parce qu'on les a alertés au plus tôt. Et donc ils sont rebasculés sur un téléphone mobile sécurisé et qui a permis, on a terminé la mission en créant ensuite l'application mobile et non pas tablette pour réaliser leurs activités. Et tu vois, je trouve ça fou parce que finalement la personne qui a eu l'idée, c'est certainement dans la direction ou qui s'est dit il faut mettre des tablettes Slate Live ou je sais ça. Et dans les directions, très souvent, c'est des anciens du terrain qui sont montés, donc ils connaissent. Donc c'est quand même bizarre, tu vois, qu'ils n'aient pas ce réflexe d'aller sur place ou d'interroger la personne concernée. Ou de se rappeler. Ouais, ou de se rappeler. Je pense que là encore, c'est une spécificité de l'être humain de vouloir bien faire, essayer d'améliorer. On a un budget de plusieurs millions d'euros et on dit comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien des gars qui sont confrontés des fois à des choses pas faciles. Voilà, les idées qui émergent peuvent avec bienveillance aller là-dessus. Et pour autant dupliquer peut-être un truc qui fonctionne peut-être chez la concurrence ou dans une autre entreprise. Oui. On dit tiens, telle personne, enfin telle entreprise a mis en place des tablettes, ça fonctionne super bien. Donc je peux me l'approprier aussi. Ou peut-être que la personne qui a eu l'idée a elle-même une tablette, elle trouve ça trop bien. Donc, mais sans forcément le transposer sur les détails. Et la recherche utilisateur, on est là pour regarder les détails. Tu as parlé d'interview. Comment tu fais pour recruter justement les personnes interviewées? Ça peut arriver que je fasse appel à des sociétés. La plupart du temps, c'est directement le client qui va organiser, enfin on va l'accompagner bien évidemment, à créer l'échantillon. Okay. Donc on va aller justement regarder les personnes qui sont intéressantes parce qu'elles sont appétentes au service. Donc ça c'est intéressant pour creuser. Mais ce qu'on leur rappelle aussi très souvent, c'est qu'on a aussi besoin d'avoir les personnes qui ne les aiment pas ou qui les ont quittés récemment et qui ont accepté qu'on continue à échanger avec eux. Et donc là, on va créer l'échantillon. Soit c'est eux qui les contactent. Le premier mail de contact ou le premier appel, c'est souvent eux qui le font, puisque c'est eux qui avaient la relation, et indiquant qu'ils vont être contactés par une société tierce. Les quelques fois où je me suis occupé en direct de créer l'échantillon, c'était parce que le client n'avait pas le temps de le faire. Mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus fastidieux de passer la barrière d'entrée. D'accord. Donc toi, c'est vraiment bien préparer le panel que tu vas interviewer. Ouais. Et après, c'est le client qui va du coup les contacter? Alors, il fournit la liste, on sélectionne.
On en sélectionne toujours un peu plus parce qu'il y a tous ceux qui vont dire non ou qui n'ont pas le temps. Et c'est eux qui envoient le premier contact en disant on aura besoin de votre aide pour échanger sur ou pour... voilà. Dans ton métier, du coup, tu vends que de la prestation UX Research ou est-ce que c'est des prestations globales? On vend tout. Ouais, ok. C'est vraiment, C'est un ensemble. un ensemble. En fait, on va répondre à une demande d'un client. Ouais. Un En gros, cli- tu t'adaptes à la demande, quoi. Voilà. Et justement, cette prestation bien spécifique de l'UX Research, Mm. elle est pas dure à vendre? Ça peut être compliqué. Ouais. Il arrive d'ailleurs des fois des clients que l'on souhaite accompagner parce qu'on a une relation importante avec eux, décident de ne pas prendre cette partie-là et on va quand même l'accompagner du mieux que l'on peut. Mais voilà, avec une petite frustration en disant c'est dommage qu'ils passent à côté de ça. La plupart du temps, on va amener tous les éléments pour les convaincre sur la rentabilité d'investir 10% à peu près du budget par rapport au temps et à la qualité qui vont être gagnés à l'issue de ça. Donc au-delà de la partie argent, il y a cette dimension de maturité qu'on a déjà évoquée, où il va falloir les accompagner pour leur expliquer l'intérêt, qu'est-ce qu'on va faire aussi. Très souvent, lorsqu'on leur dit que, par exemple, si on fait des entretiens semi-directifs, ils vont dire oh, mais on va surtout pas leur demander leur avis parce que ça va partir dans tous les sens, etc. Donc on va leur expliquer qu'on a une trame de questions validée avec eux, qui sont structurées d'une certaine manière, qui fait que justement les personnes répondent dans le cadre de la question et qu'on est aussi formé pour cadrer si la personne sort vraiment trop. On va la ramener à la prochaine question ou à terminer son idée dans le cadre de la trame de questions. Donc là encore une fois, c'est montrer qu'il y a de la méthode derrière, c'est qu'on n'arrive pas juste avec notre sourire et à poser les questions qui nous viennent, mais que tout est structuré comme toi tu as ta trame de questions là et qui permet justement d'avoir la fluidité, la qualité qui va bien. As-tu des méthodologies qui reviennent le plus souvent? Alors après, pour de l'évaluation d'un existant, on a toute la partie qu'on appelle audit, donc des évaluations UX avec des systèmes d'échelle, avec des guides et des trames d'audit. Je pense aux critères ergonomiques de Bastien Escapin. Voilà. Après, pour la partie test utilisateur aussi, on a mis en place de protocoles cadrés. Donc c'est voilà. Sur la partie vraiment amont et post au niveau de la recherche, c'est essentiellement ces outils-là qui sont utilisés. Peut-être aussi parce qu'ils sont les plus connus, même pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc on arrive mieux à vendre. Parler d'un test utilisateur, j'ai un client récemment qui m'a dit « mais vous ne faites pas de test utilisateur ?» Il avait un budget tellement contraint qu'on a préféré bien cadrer l'avant, et en lui disant bah, on verra, on va déjà voir avec ce qu'on a, ce qui ressort, et puis bah, si vous avez le budget pour compléter, on fera les tests utilisateurs. Mais on voit que c'est des termes, lorsqu'ils ont commencé à côtoyer un peu les projets informatiques, qu'ils ont en tête. Oui, parce que le milieu de l'UX, les termes sont assez récents. Les méthodologies, tout ça, c'est plutôt ancienne, finalement, on en faisait déjà depuis bien longtemps. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des... Maintenant, l'UX design, c'est un peu plus démocratisé dans les entreprises, on en a quand même de plus en plus. Comme tu dis, les méthodologies aussi. Oui. Et donc ça, quand tu parles de tests, d'interviews, etc., il y a un peu moins de réticence parce qu'on l'entend plus parler. Oui. Après, il y a peut-être aussi parfois des décalages entre ce qu'on pense et la réalité dans les faits, mais en tout cas, c'est bien parce que de plus en plus, justement, le client va s'auto-informer et va être un peu plus mature par ce vocabulaire, quoi. Et ça, comme tu dis, du coup, c'était une nouvelle méthodologie, une méthodologie peu connue que tu vas mettre en place. Ouais, c'est un peu plus dur, du coup, à convaincre. Alors, c'est pas forcément plus dur, ça dépend aussi de la façon dont ça répond à leurs besoins. Ouais. Par rapport à ce que tu évoquais juste avant, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, donc effectivement, le métier aujourd'hui, c'est un métier non réglementé, et en soi, je ne suis pas pour une réglementation, mais qui fait que aujourd'hui, n'importe qui peut se définir comme UX designer ou UI designer. Il y a des très bons, il y a des moins bons, comme dans tout métier, mais ce qui fait que sur la quantité de profils que l'on a, il y a des personnes qui sont plus ou moins bien accompagnées, plus ou moins bien formées aux concepts et aux outils, et donc qui ne vont pas avoir forcément les mêmes réflexes que nous.
Donc là où va falloir plus discuter, va falloir argumenter. On parlait des personas tout à l'heure, c'est vraiment un outil que je n'utilise quasiment plus. Non pas parce qu'il n'est pas efficace, mais parce que, en France en tout cas, 90% du temps, ils sont mal implémentés. Donc ils sont remplis de biais. Donc on ne va pas travailler avec quelque chose qui risque de nous amener dans le mur. Et pour autant, la plupart des entreprises continuent à dire j'ai des personas ou j'ai besoin de personas. Donc après on va discuter et puis on va trouver d'autres solutions pour qu'ils aient l'information dont ils ont besoin et les outils qui vont avec. Mais c'est un vrai sujet, ça. Parce que peut-être finalement la finalité c'est pas le persona en tant que tel, c'est plus la récolte de besoins par exemple sur un sujet précis. Oui. Et pas forcément de construire un persona complet qui demanderait beaucoup plus de moyens parce que en fait un vrai persona UX c'est pas un persona marketing ou un proto-persona Non. qui est plus hypothétique ou qui se base sur des données d'entreprise. Un vrai persona UX, pour le coup, enfin, tu me diras si tu es d'accord, mais c'est des recherches beaucoup plus poussées. On peut faire aussi des interviews. Il faut passer par cette partie de recherche pour, encore une fois, savoir qui sont nos clients sur une réflexion de population globale. Et ensuite, quelles sont les spécificités qu'on peut trouver et qu'est-ce qu'on en fait. Si c'est juste avoir une belle photographie des différentes parties des clients, comment on les transforme. Et voilà, j'ai eu la chance de discuter avec Alan Cooper, le concepteur des personas tels que nous on les utilise en UX, et qui me disait qu'il continue à trouver fou qu'on continue à avoir aujourd'hui des entreprises qui ont 6, 7, 15 personas. Et j'en rencontre pas tous les jours, mais j'en rencontre fréquemment. Lui-même le répète, c'est 3 personas primaires maximum et 1 ou 2 secondaires qui sont donc en dessous des primaires et qui ont des spécificités de comportement. Aujourd'hui, on en est bien loin. Et pourquoi, du coup, il ne faudrait pas plus Parce qu'il estime, et ça rejoint un peu l'approche du travail que je fais sur les approches comportementales, c'est que si on prend un exemple, par exemple, on va revenir sur les transports, comme on en a pas mal parlé. Tu prends le train. Tu es un jeune qui n'a pas beaucoup de moyens, qui fait ses études, qui doit se déplacer pour ses études. Okay. Tu es une personne de 45 ans, cadre dynamique, bon salaire, qui doit se déplacer au même endroit, on va dire entre Lyon et Paris, pour travailler. Souvent, c'est 2 personnes. Mais en soi, sur les comportements, d'accès à l'information, de recherche, d'achat, et ensuite de consommation du service, elle est où la différence? Elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. Et donc plus on va creuser, et plus on va avoir une connaissance organique de qui sont ces personnes et qu'est-ce qui les motive, on va s'apercevoir que 2-3 personas suffisent amplement, ou profils comportementaux suffisent amplement. Et on a les bons leviers. Et dans cette catégorie, on va retrouver éventuellement les personas, les 15-20 personas qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que justement, tu parles des transports, parce que c'est un bon exemple, justement, parce que tu peux avoir un panel justement hyper large. Ah bah non, c'est une population à l'échelle de la France qui est énorme. On peut passer, si on prend la SNCF, on peut passer de... maintenant, les enfants peuvent même voyager seuls, parce qu'il y a tout un système pour... voilà, donc, de 6 ans jusqu'à 99 ans, on peut voyager maintenant, en train. Et donc du coup, bon, il y a ce critère d'âge qui peut déterminer un personnage, il n'y a pas que ça évidemment. Oui. Mais rien que ça, du coup, ça pourrait en faire 3. Enfants, adultes, personnes âgées, tu as déjà des 3. Mais est-ce que dans ton panel même d'âge de jeune adulte à adulte un peu plus, est-ce que là, tu n'en aurais pas encore d'autres, tu vois? On serait tenté du coup d'en faire plus, tu vois, dans ce cadre-là. Et pour autant, c'est pas forcément nécessaire. Avec nos croyances que quelqu'un de jeune va être très à l'aise sur le digital, alors qu'on rencontre, il y a une vraie fracture numérique dans beaucoup d'endroits de France. Donc on va dire, il est jeune, donc il sait utiliser, donc on va peut-être investir moins d'efforts sur la partie des interactions ou autres. Et puis pareil, sur les personnes qui ont un certain âge aujourd'hui, une petite anecdote qu'on nous avait rapportée en plein Covid, on avait mené une mission de design de service avec un collègue, le client de notre client, c'était les personnes de la Silver Economy. Okay. Et il nous racontait que donc un vieux monsieur, il devait avoir 80 ans, arrive pour un entretien, et puis il devait signer un contrat pour acheter, enfin pour louer
un appartement dans une résidence sécurisée pour seniors. Il arrive avec une magnifique mallette, le monsieur était sur son 31, etc., très élégant. Une belle mallette en cuir, et donc la personne avec qui on travaillait nous disait, je l'ai vu arriver en disant c'est bon, le vieux avec qui va sortir son stylo, etc. Il a ouvert sa mallette, donc lui ne voyait pas, la mallette il a ouvert vers lui, et il en a sorti un iPad. Donc ça c'est une anecdote, j'ai trouvé fantastique quand il nous l'a raconté, parce que on est tellement plein de clichés, que voilà, faut arrêter de penser qu'un âge correspond à des comportements, qu'une catégorie de métiers correspond à des comportements, etc. Tout est beaucoup plus complexe que ça, et justement quand on commence à plonger dans la sociologie, dans la psychologie sociale, on se rend compte que voilà, on est sur un principe d'atome, hein, il y en a un peu de partout, ça se déplace très très vite, et il faut arriver justement arriver à prendre une photo d'un instantané. C'est intéressant, mais souvent il faut être suffisamment ouvert pour se dire l'instantané, à l'instant où je l'ai pris, il est déjà peut-être plus d'actualité. Et donc on regarde cet ensemble et puis on appréhende ce qu'on a, et puis on essaie de travailler, encore une fois, en essayant d'évacuer au maximum nos croyances. Ouais, on en revient au biais à chaque fois, mais en fait, ils sont omniprésents, en même temps ça fait partie de nous en tant qu'être humain, on ne peut pas les supprimer, donc voilà, on peut les limiter au maximum, même si on les connaît, on ne pourra pas les supprimer. Et ouais, ça a un impact quand même sur la recherche. Alors il m'est arrivé parfois d'exclure dans la synthèse certaines personnes qui avaient été observées ou interviewées, parce que justement qui avaient trop de biais, ou alors non pas parce que ça allait à l'encontre de ce qu'on croyait, c'était pas justement un biais de confirmation, mais on se rendait compte qu'elle n'était pas dans l'échantillon souhaité. Okay. Donc ça veut dire qu'elle venait polluer les résultats, et que la demande était sur une population, un segment spécifique du marché. Et donc ça veut dire que là c'était une erreur de recrutement. Ouais, d'où l'importance de bien travailler le recrutement en amont. Exactement, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Et après les biais, je ne vais pas forcément le restituer à l'écrit, mais par contre, là ça m'est arrivé récemment, je fais des entretiens semi-directifs chez des professionnels de l'achat d'art, et j'avais une vision, c'était vraiment un segment spécifique de l'achat d'art, j'avais une vision, ils commencent à verbaliser ce que j'imaginais. Donc là j'étais plutôt content, et bien évidemment, en connaissant les biais, tu dis attention, voilà, là je suis dedans, donc ok, je me mets en retrait, je continue à prendre mes notes, et puis par contre, quand tu es au 10e qui te verbalise la même chose, effectivement, ça te confirme que tu avais raison, mais tu n'as pas introduit de questions, ou même dans ton attitude durant l'entretien, d'éléments qui auraient pu encourager l'autre à aller là-dedans. Oui, c'est dans le biais de confirmation, tu as ce que je fais, le hochement de tête, le fait de montrer que tu es euphorique parce que justement tu es en phase avec ce qu'il raconte. Ouais. Donc ouais, tout ça, ça participe à alimenter ce biais de confirmation. Ouais. Je lisais un livre qui s'appelle Tipping Point, je crois que c'est Gladwell, qui racontait que à l'époque de Reagan, quand Reagan est passé, il y avait eu un grand débat sur une grande chaîne nationale, et la journaliste, qui pourtant appartenait à une chaîne qui était plutôt, pas anti-Reagan, mais en tout cas pas pro-Reagan, ils ont analysé les images après. En fait, ils se sont aperçus que, alors qu'elle était plutôt pour l'autre, je ne me souviens plus comment il s'appelait, elle lui a énormément souri à Reagan. Parce que Reagan avait, qu'on l'ait aimé ou pas, avait quand même un côté, voilà, c'est une personne assez souriante, etc. Et donc elle lui avait plus souri, elle avait plus regardé. C'est-à-dire qu'ils ont compté chaque fois qu'elle tournait la tête, qu'elle souriait, etc. Et naturellement, alors qu'elle n'était pas de ce parti-là, elle a eu un fonctionnement, elle a eu un comportement. Et ils pensent que, à l'issue de cette émission, ils ont vu que les statistiques avaient basculé, et ils pensent que ce moment-là a probablement eu un effet très important sur les Américains, sur leur décision de vote. Alors que c'était une journaliste qui n'était pas pour lui. De base, et pour autant, son comportement a trahi et a orienté tout un pays. Ouais, donc on a quand même une responsabilité, nous, en tant que designer aussi, quand on fait nos interviews, de nous préparer aussi en amont. Enfin, la préparation est quand même assez importante en amont au niveau des questions, au niveau de la posture, de l'attitude. Enfin, il y a un petit entraînement quand même aussi pour pas tomber dans
dans ce jeu-là des biais et de... Puis cette capacité à l'écoute flottante qui s'acquiert que par l'expérience, qui fait que tu n'es pas dans ton déroulé, mais c'est que pendant que la personne parle, d'où l'intérêt d'enregistrer, tu es à l'affût, justement, est-ce que, alors déjà, les prédicats physiques, est-ce que, au niveau des regards, des mouvements, est-ce qu'ils commencent à être stressés, etc. Le débit de la voix, tout ça, si on n'est que dans la pleine écoute de ce qu'amène l'autre, c'est compliqué. Mais on va aussi aller pouvoir penser et appréhender la question ou notre propre attitude différemment. Et il m'arrive des fois d'avoir des clients qui m'accompagnent. Je les sens, alors je les brief de manière très, très catégorique en disant vous n'intervenez en aucun cas, vous ne réagissez pas, etc. Et quand il y a des clients, je prends un exemple qui est un faux exemple, mais un site où il y a un moteur de recherche qui est 3 fois plus gros que celui de Google, sur toutes les pages du site, et que des clients verbalisent en disant j'arrive pas à le trouver, le moteur de recherche, ben, en tant qu'expert, on va continuer, on va pas s'arrêter là-dessus. On va pas juger. On va pas juger, il l'a pas vu, on va pas lui dire vous êtes sûr, etc. Enfin, et voilà, c'est très compliqué pour les clients, justement, d'être dans cette non-réaction et juste accepter, parce que du coup, par l'expérience, on sait que lui-même va verbaliser d'autres choses, ou que la question d'après va lui amener en tout cas une réflexion qui va peut-être nous amener encore plus loin pour comprendre pourquoi est-ce qu'il ne la voit pas, ce moteur de recherche. On a parlé des méthodologies tout à l'heure, celles qui reviennent le plus souvent. Est-ce que toi, tu en as, on va dire, 3 qui seraient tes préférées? J'aime beaucoup faire l'exercice de la cartographie des parties prenantes. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Comme je te le disais, c'est assez propre au design de service. C'est comme une cible de fléchette avec 3 ronds. Et dans le rond central, on va mettre les personnes, donc personnes et entités, qui sont la cible principale d'une entreprise. Deuxième, un peu moins important. Troisième, à prendre en compte, mais pas important. Et c'est toujours amusant de voir les clients, mais comme sur le principe des personas, ils nous mettent tout le monde au milieu. Là où, là encore, il faut 1 ou 2 personnes en centrale, puisqu'on ne peut pas s'adresser correctement à 2 segments qui ont des approches différentes, des comportements, des perceptions, des croyances, etc. Et donc on essaie de les amener ensuite à sélectionner, à leur poser les bonnes questions pour qu'eux-mêmes réfléchissent et produisent leurs propres réponses, pour à un moment donné se dire oui, vous avez raison, je pense qu'on va faire comme ça, puis entre eux, voilà, ils s'organisent. Et là, rien que de faire cet exercice, on s'aperçoit qu'ils sortent de l'heure ou leur ennemi à réaliser ça, ils sortent différents. On sent qu'ils ont compris que voilà, il y a autre chose. Après, la mise en implémentation à l'échelle d'une organisation, surtout si elle est grande, c'est compliqué. Mais en tout cas, à l'échelle du projet, ça fait déjà son petit effet. Trop bien. Donc ça, c'est quelque chose que t'aimes bien. Ouais. Après, j'aime bien à peu près tous les outils que j'ai cités. Alors bien évidemment, j'en pratique d'autres sur demande de clients ou quand c'est un besoin spécifique au projet. Ce qui m'éclate le plus, c'est en général, c'est tout ce qui est animation d'atelier. Tout ce qui est facilitation experte, amener un groupe, déjà ressentir le groupe quand on arrive, l'amener à travailler, à réfléchir, aller chercher les personnalités, celles qui parlent trop, les amener à accompagner ceux qui parlent moins, celles qui sont contre, justifier pourquoi elles sont contre, pour ceux qui sont pour. Vraiment créer cette dynamique de groupe, cette psychologie de groupe qui va s'instaurer le temps des fois juste d'un atelier de 3 heures. Mais quand on a la chance de pouvoir mener 20, 30 ateliers répartis sur plusieurs mois, on voit vraiment le groupe qui se transforme et on voit la réflexion. C'est-à-dire que même parfois, il y a des personnes qui arrivent, qui étaient des fois réfractaires en début et qui arrivent à la fin et qui amènent des éléments qui sont d'une puissance. Et pour moi, la bonne posture du facilitateur, c'est quand il est juste là, il est garant du cadre. Le cadre n'est pas rigide, il est mobile, mais par contre, on gère le temps, les objectifs du début pour qu'ils soient bien atteints à la fin, les règles du jeu, mais que tout le reste, en fait, c'est eux qui le font. Et quand c'est ça, c'est juste magique. Et eux-mêmes vivent des moments forts, et encore une fois, on a une quintessence qui sort à la fin. C'est là où, pour moi, l'innovation peut arriver. Trop bien. Voilà. Ouais, puis là, comme tu dis, je pense que ce qui est intéressant, c'est la psychologie, parce que chaque personne est complètement différente dans sa façon de percevoir les choses, dans sa vision,
dans ses comportements, dans sa façon d'interagir aussi en groupe. Ouais. Ça, c'est pas évident aussi, parce que je trouve que tu as des profils introvertis ou d'autres qui sont un peu plus extravertis, qui prennent un peu plus de place, notamment en groupe, qui sont un peu plus dur à cadrer, quoi. Tu vois, Ouais. de tempérer un peu ceux qui prennent trop de place et de laisser un peu plus la parole aussi à ceux qui causent pas d'apprendre. Ça, toi, du coup, comment tu gères ça? Alors, le brief en début d'atelier est plutôt classique. Ouais. C'est rappel de l'objectif, pourquoi on est là aujourd'hui. Rappel de ce qu'on va faire ensemble, de manière exhaustive. Je ne donne pas le détail de ce que je vais faire. Et rappel des consignes de bienveillance. On se dit les choses, ce qui se dit dans l'espace de l'atelier reste dans l'espace de l'atelier, sauf ce qui est écrit et donc approuvé par le plus grand nombre. Puis les petites règles tout bêtes, mais un post-it, une idée si on utilise des post-it, etc. Je vais en général pas plus loin. Par contre, je vais travailler, encore une fois, j'adapte mes ateliers en fonction de l'audience que j'ai, du domaine, et je vais bien préparer notamment l'Energizer, vraiment, ou l'Icebreaker, si on peut l'appeler comme ça. De manière à, en fonction de qui, j'ai quand même les informations d'un peu qui je vais avoir en face de moi. Je les connais pas, mais j'ai quelques informations. Genre, lui, tu feras attention, justement, il parle beaucoup, lui, il n'a pas envie de venir. Et donc, je vais prendre le bon outil de facilitation en entrée pour commencer à créer une première émulation. Et puis que eux ne me perçoivent pas comme un obstacle, comme un frein, comme un porte-parole de la direction. Donc on va commencer à créer, c'est souvent la première demi-heure, la première heure de l'atelier qui va être essentielle pour bien travailler après. Donc créer ça. Et puis ensuite des activités assez dynamiques. J'utilise beaucoup le mouvement, le déplacement. On ne reste pas assis. Et donc ça crée forcément un effet intéressant. Ceux qui parlent moins, comme ils se déplacent, ça laisse la place à l'autre. Et puis après, si l'autre ne prend pas la parole, on va l'inviter. Enfin, c'est là aussi notre rôle. Et donc ça va créer cette espèce d'émulation qui, à la fin d'une demi-journée, d'une journée, ou après 30 ateliers, on a la mise en place qui s'opère, où chacun se contrôle. Et c'est assez amusant, il y a des profils qui vont beaucoup parler, qui vont beaucoup digresser. Au départ, on les contrôle, on va se placer juste à côté d'eux, donc au bout d'un moment, ils arrêtent un peu de parler, donc ça permet de laisser la parole, des petites techniques d'animation. Et puis à la fin, c'est carrément les autres en disant « Non mais là t'arrêtes, c'est bon, allez on revient sur notre sujet ». On n'a même plus besoin de faire le job, c'est eux-mêmes parce qu'ils ont perçu l'intérêt de... Ça s'autorégule. Ouais. Okay. Et là ça veut dire que tu sais que tu as le groupe qui est constitué. Ça veut dire qu'il faut rester attentif aux signaux qu'il peut avoir pendant le temps, mais globalement ton groupe est en place. Donc toi du coup, si tu donnerais un conseil à une personne qui veut organiser un atelier, ça serait de se lever et de bouger des choses ou... Oui, okay. Pas tout le temps, bien évidemment. Ça veut dire qu'il faut avoir maîtrisé l'endroit où on va faire la formation. Ouais. Souvent, je demande s'il y a des tables, si on peut bouger le mobilier, parce que je suis déjà intervenu dans des espaces où les mobiliers étaient fixés au sol. Ouais. Donc voilà, après, on adapte bien évidemment. Mais il y a des moments où ils sont assis, où il y a des réflexions, etc. Et puis, alors, on parle de post-it parce que c'est un peu le cliché de l'UX qui est assez post-it, mais qui reste un élément quand même très pratique pour pouvoir déplacer, etc. Mais on peut utiliser d'autres éléments comme ça. À un moment donné, bien évidemment, on va leur demander d'aller à un mur pour coller. Où on va leur demander de faire un choix. Par exemple, ils ont fait émerger 3 idées hyper intéressantes. On doit constituer les groupes. J'ai 20 personnes. Et bien plutôt que de leur demander qui veut aller dans tel groupe ou de faire un tirage aléatoire, je vais les inviter à je vais noter au sol les 3 idées principales, je vais les mettre à 2 mètres d'espace quand j'ai la place, et je vais demander à chaque personne de venir mettre son pied physiquement mettre son pied pour voir comment il sent. Puis du coup, les gens qui sont autour commencent à discuter, et puis ils se déplacent sur les 3. Et à la fin, je leur dis maintenant, vous avez expérimenté, allez choisir le sujet sur lequel vous allez travailler pour les prochaines semaines. Et ils mettent vraiment, il y a une espèce de vote physique en posant le pied sur le sujet. Ouais, et ça crée les groupes. Alors des fois, tu as un groupe qui est plus gros que l'autre, etc. Donc tu vois si c'est pertinent ou si tu essaies d'en déplacer un ou deux sur un groupe qui est un petit peu plus réduit. Mais en tout cas, voilà, c'est des techniques qui sont d'ailleurs souvent appréciées parce que peu habituelles. Puis c'est moins engageant. Ouais. Tu lèves la main. Alors en plus,
on se rappelle la période que certains ont bien vécu, d'autres moins bien, de l'école. Oui. Tu es sur les bancs de l'école, il faut lever la main. Donc ça peut créer des micro-stress résiduels qui sont là. Potentiellement, il y a souvent, moi j'ai des équipes qui sont très mixtes. Il y a des managers, des fois il y a des directeurs, et puis des fois il y a entre guillemets un simple ouvrier, mais alors, qui amène toute sa valeur. C'est pas pour le dénigrer, mais voilà. Donc qui peut être lui, lever la main, c'est un peu oula. Est-ce que je la lève à bon escient ou est-ce que je vais la lever comme mon manager pour pas avoir de soucis? Comment savoir, tu vois, sur un projet, si c'est plus intéressant de commencer par du quali ou du quanti? Tu l'as compris, moi c'est la dimension contact humain qui m'intéresse. Ouais. Donc je rentrerai par le quali. Ok. Néanmoins, quand on a des très très gros volumes de population, on va intégrer du quanti, justement par des questionnaires en ligne, etc. À la condition qu'on a une maîtrise partielle, on n'a jamais une maîtrise totale, mais une maîtrise partielle de l'échantillon. Donc on sait la personne qui va répondre, qu'elle est dans la cible de ce qu'on cherche à mesurer et qu'elle va prendre le temps, qu'elle ne va pas nous renvoyer 40 000 biais dans sa production. Donc ça, c'est la seule condition. Et là, c'est intéressant de pouvoir analyser le quanti aux côtés du quali, ou transformer le quali en quanti pour faire de la stat inférentielle ou des choses comme ça. Mais il m'est arrivé de faire du quali avec énormément de production de données, et puis le client qui dit tiens, on va en profiter, on va demander au reste du groupe, etc. Où ils ont eux-mêmes constitué leur questionnaire, ils l'ont envoyé, et ce qu'on a restitué, on n'a quasiment rien pu en faire. Soit il y avait une partie des données qui allait complètement à l'opposé des gens avec lesquels on avait échangé, soit des données qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Là où souvent les clients nous disent ça part dans tous les sens, eux-mêmes avaient presque donné les modalités pour que ça parte dans tous les sens. Ouais, c'est un peu le problème du quanti, c'est que finalement tu as beaucoup de données, ok, mais finalement c'est pas très précise et tu sais pas si la personne a bien compris les questions, si cette personne est bien concernée aussi par les questions, peut-être que finalement c'est pas le bon profil. Du coup elle va répondre peut-être à côté. Et ça, c'est compliqué d'avoir l'information. Ouais. Et tu peux moins le maîtriser, quoi. Et quand tu t'en rends compte post-analyse, tu as passé un temps énorme. Ah oui, de fou, décortiquer tout ça. Donc pour moi, le meilleur quanti que j'utilise aussi systématiquement, c'est du quanti non humain. C'est les logs, c'est les statistiques, c'est toutes les données data que l'on peut récolter et qui viennent nous éclairer sur ça. Et du coup, tu fais un peu de la data visualisation, par exemple dans tes rendus ou de recherche? Ou est-ce que toi, c'est vraiment dans tes rendus un rapport écrit Tout dépend du coup du projet. Ouais. Il m'est arrivé d'en faire, on va appeler ça data visualisation, mais c'était plus du rendu statistique. Ok. C'est-à-dire qu'on amenait vraiment des représentations statistiques des différents groupes étudiés avec les marges de réponse, etc. Okay. Donc on était plutôt sur du projectif, de l'inférentiel. Pas vraiment, donc c'était pas un joli graphe, c'était pas des la graphes, belle data visualisation, ça bougeait pas, enfin, voilà, on était vraiment plus de la donnée de recherche que de la belle donnée à destination d'un COMEX qui va trouver ça très beau. Ouais. Donc moi j'utilise un peu moins ça. Quels sont les pièges à éviter justement quand tu es UX Researcher? Les grands pièges au niveau de la pratique. Ouais. C'est des pièges dans lesquels on est tous tombés au début de notre pratique. C'est de vouloir intervenir, de vouloir orienter, d'oublier d'enregistrer une session. C'est toutes ces petites choses qui fait qu'on se rend compte que c'est un vrai métier qui nécessite de beaucoup préparer. On parlait tout à l'heure des ateliers, ce qui fait aussi un bon atelier, notamment avec des groupes sur du long terme, c'est que tout est préparé au cordeau. Encore une fois, totalement ajustable, voire liquide. On prend ce qui vient aussi, mais tout est préparé. Et on sait comment réagir, s'il faut aller plus loin, moins loin, etc. Là, c'est la même chose sur cette partie-là. Et donc, quand tu dis préparer, tu as un protocole, j'imagine, rédigé pour te guider toi aussi, mais aussi pour te préparer en amont. Alors, pour moi, maintenant, je m'en sers plus, mais j'ai même, quand je travaille avec mes équipes, des éléments où, par exemple, sur un entretien semi-directif, c'est s'assurer que la personne a le temps nécessaire pour ça. Enfin,
des choses, Des standards en fait pour Des- ce type d'atelier. des standards Ouais. pour ce type d'atelier, ce type d'entretien, ce type de méthode. Ok, Mm. trop bien. Donc voilà, au niveau des risques, il y a donc notre propre partie, Mm. et on n'est pas exempt, même après des années d'expérience, de pouvoir se tromper, hein, ou se planter. Après, au niveau de la recherche elle-même, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas faire attention à introduire un biais, euh, ou, euh, ou avoir, pas être allé suffisamment questionner en amont et travailler encore trop en superficialité sur le projet. Et donc s'apercevoir, lorsqu'on arrive au bout de la partie recherche, et ben, qu'on est passé à côté d'informations, mais pour ça, il aurait fallu aller à tel endroit ou vers telle personne pour avoir l'info. Et donc, voilà, le job est fait, mais néanmoins, on a perdu de la qualité. Ça par un manque justement d'analyse peut-être Et de préparation. et de préparation. Mm. Ouais. Donc du coup, grosse préparation pour éviter justement ces Grosse erreurs. préparation, prendre le temps de discuter avec le client, Ouais. même s'il n'a pas le temps, trouver les moments, lui envoyer par écrit, prendre un temps, enfin toujours trouver le temps. Cette notion de on a quelque chose à faire, vous avez besoin de répondre à tel objectif à 3 mois, 6 mois, 5 ans, et ben on va prendre aussi ce temps-là pour bien démarrer. Et du coup, inclure le client. Ouais. Lui faire valider aussi certaines phases avant de se lancer dans des grosses recherches. Oui. Pour éviter justement, j'imagine, les problèmes, pas que le client ne soit pas d'accord ou qu'il y a des gros désaccords à la restitution, que Ça c'est le risque. Ouais. C'est qu'on a l'impression que tout va bien, les équipes sont hyper engagées, les managers sont contents du travail réalisé parce qu'ils ont des petits points d'étape. Ouais. Et puis tu fais la synthèse finale et puis tu as la direction qui est là et qui ça passera pas. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas incluses dans la conception. Enfin, dans les idées. Elles ne se sont pas incluses, elle n'a pas compris comment est-ce qu'on a élaboré tout ça et comment est-ce qu'on arrive à ce résultat. Même si on l'explique à l'oral, il y a une grande partie qui est perdue. Et là, tu te retrouves avec une équipe hyper déçue parce qu'elle s'est investie, elle était souvent fière de ce qu'elle a produit. Donc voilà, tu as de la démotivation derrière, tu as des tensions en interne. Toi-même, en tant qu'externe, toi, tu repars après, donc avec un sentiment plutôt négatif de ne pas avoir réussi. Mais tu sais que tu les laisses, elles, les équipes, face à une direction qui les déprécie, elles-mêmes se sentant pas très bien. Voilà. Heureusement, ça n'est pas arrivé trop souvent, mais les quelques fois, ça m'a fait vachement grandir. En disant, à côté de quoi je suis passé. Et du coup, maintenant, ça fait partie aussi des fondamentaux en démarrage, comme tu l'as compris. C'est discuter avec le commanditaire, avec pas simplement celui qui signe le projet, mais on monte le plus haut possible. Et puis, ouais, d'avoir des sous-étapes, quoi. Enfin, et d'avoir des temps de validation. Même sur les temps assez courts. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des novices, des personnes qui veulent se reconvertir ou qui font des études justement dans le UX design, qui veulent se spécialiser dans le UX research? Est-ce que tu aurais des conseils, des tips? La première des choses, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi-même. Ok. D'être en capacité d'introspection. Déjà pour savoir si on est fait pour être chercheur plutôt que designer. Ça, c'est une première remarque. Chercheur, comme on l'a évoqué là, depuis le début de l'échange, c'est pas seulement créer des ateliers. Aujourd'hui, je rencontre des étudiants qui veulent devenir chercheurs parce qu'il y a la partie atelier, qui peuvent tout à fait faire dans la partie design, etc. Par contre, la façon dont on va mettre en place un protocole, donc se former à ça, et notre personnalité, la façon dont elle va venir étayer toute cette méthodologie, il faut être fait pour. C'est-à-dire qu'il faut aimer l'humain, il faut ne pas avoir peur de se tromper, être en capacité de réfléchir de pourquoi on s'est trompé, comment est-ce qu'on peut améliorer, la façon dont on va accueillir quelqu'un qui est négatif, accueillir quelqu'un qui est trop positif, parce que ça peut être aussi des freins, etc. Toutes ces dimensions des interactions humaines, si on n'est pas totalement à l'aise avec, c'est compliqué. Donc, par contre, quelqu'un qui a l'appétence, qui se rend compte que lors d'une soirée avec des potes, quelqu'un se sentait un peu moins bien, qui naturellement va lui parler, allez viens, et puis qui passe à autre chose, c'est des signes qu'a priori, lorsqu'ils vont se retrouver avec des groupes d'inconnus,
et qu'il va falloir mettre en place un certain nombre d'étapes, de discussions, etc., c'est plutôt des signes encourageants sur la capacité à Enfin, de la recherche. à faire la recherche. Et après, il y a la formation qui, pour moi, est indispensable. Et aujourd'hui, quelques écoles se mettent à vraiment travailler cette partie formation. J'aurais tendance à dire que pour moi, aujourd'hui, l'endroit si on veut vraiment bien se former à la partie recherche, c'est la fac. L'université d'Eindhoven, où est Karine Lallemand. Et à Lyon, il y en a des écoles que tu recommanderais? Alors il y a Ou des centres de formation? à Lyon 2, il y a un master justement dédié à l'ergonomie cognitive. Donc ouais, du coup, tu recommanderais de travailler son empathie, ou du moins de faire ce travail d'introspection, déjà savoir si on est compatible avec l'humain. Capacité à aussi pouvoir recevoir des critiques. Ok. Il arrive que des clients ou des collaborateurs lors d'un atelier émettent des critiques sur notre façon de faire, etc. Et donc c'est pour moi une grande richesse de recevoir ça. C'est-à-dire qu'ils osent aussi nous le dire. Donc la façon dont on accueille, c'est est-ce que je vais m'opposer en disant mais non, c'est pas ça. Susceptibilité ou pas? Voilà, est-ce que je suis susceptible? Alors tous un petit peu, mais voilà. Et puis après, on peut être assez susceptible à un moment donné, mais se dire voilà ce que je reçois, je peux le mettre un peu en deçà. Oui. Et puis voilà. Ça, c'est pour pas exclure les personnes qui s'estiment assez susceptibles. Il suffit de pas réagir sur le moment. Mais voilà, il est important de pouvoir gérer ce moment-là où on est dans la difficulté. Difficulté parce que le groupe n'arrive pas à partir, difficulté parce qu'il y a un individu qui vient opposer. Donc voilà. Si on arrive à gérer ça, après le reste c'est beaucoup plus facile. C'est déjà un gros du boulot, quoi. C'est un gros du boulot. Ok. Et puis bien comprendre comment on fonctionne soi-même, comment fonctionnent les autres, puis à partir de là c'est simple. Avec la bonne formation, les bonnes méthodes, les bons plantages en règle quand on débute. Et puis, oui, c'est des erreurs qu'il faut en faire aussi. Hein. C'est si nécessaire. On veut s'améliorer. C'est nécessaire. Ouais, donc il faut être justement serein avec ça. Moi c'est ce qu'on m'a dit quand je suis sorti de ma formation, en me disant mais avec une bonne formation tu vas te planter. Et effectivement, dans les semaines qui suivent, tu te plantes. Bon, bah voilà, tu dis, il me l'avait dit. Bah, je ferai plus attention la prochaine fois, puis tu vas te replanter à 50% la fois d'après, puis la fois d'après, ça sera à 10%, puis après c'est un réflexe. Trop bien. Bah, merci en tout cas pour ces conseils. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Si, peut-être, ce que j'observe là, on a vraiment ce besoin de compartimenter pour bien comprendre, être à l'aise. Et l'UX design maintenant s'oppose à la partie recherche, s'oppose à la partie produit, s'oppose à la partie service, etc., etc. Et je trouve ça dommage parce que à la base on est quand même sur une même grande vision d'un accompagnement de clients, de collaborateurs, d'équipes qui œuvrent avec des points méthodologiques, mais on est plutôt sur des déroulés dans lesquels on va enlever ou rajouter des éléments. On est quand même sur un déroulé et on devrait être plutôt tous ensemble. Et là, par moments, j'ai la sensation que plus on essaye de se retrouver dans nos petits espaces à nous, plus ça peut limiter à un moment donné. Ça, et en tout cas, tu me posais la question par rapport au fait justement quand tu es étudiant, que tu débutes, c'est à trop compartimenter, on finit effectivement par ne plus être tous ensemble. C'est vraiment un magnifique métier au global, avec plutôt des spécificités, des spécialités, et qu'on doit apprendre à mieux travailler ensemble, que l'UX designer aide à mieux vendre aussi la partie recherche à son client direct, et tout le travail qui peut en sortir n'est que bénéfique et enrichit tout le monde. Ok. Bah merci en tout cas pour ce beau témoignage. Merci à toi. Et puis on se dit à bientôt. Avec grand plaisir. Salut. Salut.